Alors, bonjour à tous. Ravie de vous retrouver pour ce webinaire consacré à la loi santé au travail. On a une petite heure et demie à passer ensemble sur cette nouvelle loi et faire un peu le tour de ce qu'elle contient et les conséquences pour les entreprises. Donc, je suis Sandrine Ferrand. Donc, j'interviens et là, en l'occurrence, ce webinaire vous est proposé par Gérézo. Gérézo, qui est un organisme de formation, également un organisme qui propose des prestations de conseil et c'est aussi un éditeur. Donc, moi, je suis consultante pour cet organisme-là et je fais de la formation depuis 23 ans maintenant. Et surtout, j'ai ma casquette évidemment de consultante indépendamment de Gérézo avec ma propre société de conseil, d'accompagnement et de formation, notamment sur tout ce qui touche la prévention, la santé, la sécurité au travail. Donc, d'où ma présence ici sur ce webinaire, sur cette nouvelle loi, vous allez le voir, qui est très, très riche, qui nous annonce plein de choses à venir d'ici les 2 ans à venir. Alors, vous pouvez d'ores et déjà, alors j'ai Kelly que vous ne voyez pas, mais qui m'accompagne sur ce webinaire et qui est mon éminence grise derrière pour vos questions sur lesquelles on reviendra en fin de webinaire. Vous pouvez d'ores et déjà aussi dans le chat nous donner quelques infos sur votre profil si vous le souhaitez. Ça permettra un peu de savoir quel type de public on a sur ce webinaire. Voilà. Donc, sans plus attendre, je démarre sur notre nouvelle loi. Alors, historiquement, enfin, on va dire d'où on vient sur cette loi visant à renforcer la prévention de la santé au travail. Il y a eu beaucoup de réformes en matière de santé au travail. On est sur à peu près 43 ans de réformes, concrètement. Et là, un dernier rapport Lecoq, qui est un rapport extrêmement intéressant, puisqu'il est parti du constat qu'on avait énormément d'acteurs, que c'était assez complexe autour de ces sujets-là. On avait également aussi un empilement d'énormément de textes et de dispositions autour de ces questions, qu'il fallait simplifier aussi et rationaliser autour de ça. Donner aussi, faire en sorte en tout cas que les services de santé au travail s'impliquent, ils sont déjà impliqués, mais en tout cas beaucoup plus dans le suivi des travailleurs que dans la prévention. Et donc l'objectif aussi dans ce rapport Lecoq était de mettre l'accent là-dessus. Et puis de simplifier, tant que faire se peut, les obligations des employeurs en matière de santé et sécurité. Alors là, on va voir que ce n'est pas forcément la logique de simplification et pas forcément ce qui ressort en tout cas dans cette loi du 2 août. On a derrière cette loi évidemment eu des négociations, des discussions avec les partenaires sociaux autour de cette thématique visant à renforcer la prévention. Et ça a donné lieu à un accord national interprofessionnel en décembre dernier visant à renforcer cette prévention et surtout à proposer une offre en matière de santé au travail. Bien sûr que c'était un ANI, un accord national interprofessionnel, pour lui donner beaucoup plus de poids et surtout pouvoir s'appuyer là-dessus réglementairement. Donc ça a été transposé via une loi. Alors pas tout, pas toutes les dispositions de l'accord national interprofessionnel. Il y a eu un tri de faits par rapport à ce qui a été retenu dans le cadre de la loi, mais ça a donné lieu donc à dans un timing assez record. Quand on regarde bien, le législateur ici, on a pu légiférer en pleine crise sanitaire, donc c'est quand même quelque chose à souligner. Donc une loi qui est sortie donc le 2 août de cette année, avec un objectif qui vise à renforcer la prévention en matière de santé au travail. Voilà. Donc, ces principales dispositions, elles n'est pas encore entrée en vigueur au 31 mars 2022 pour une grande partie des dispositions qu'elles contiennent. C'est une date importante et on attend une quarantaine aujourd'hui de décrets. Donc, bien évidemment, moi, à mon niveau, je vais vous présenter toutes ces grandes lignes. N'étant pas Madame Irma, je ne peux pas me projeter sur tout ce que vont contenir ces futurs décrets d'application. Sur certaines dispositions, on sait peu ou prou ce qui se profile, mais pour les autres, eh bien voilà, il va falloir attendre, voilà, patiemment, un certain nombre de décrets qui vont évidemment tomber. Je pense que le début d'année 2022 va être assez riche sur un certain nombre de points concernant cette loi
pour permettre son entrée en vigueur et surtout l'entrée en vigueur d'un certain nombre de dispositions importantes. Voilà. Donc ça, c'est pour planter un peu le décor. Alors, pour essayer de résumer et de rester cohérent autour de cette nouvelle loi, quatre axes majeurs dans le cadre de cette nouvelle loi, sur lesquels voilà, ça va me servir de fil rouge dans le cadre de ce webinaire. Premier point, puisqu'on est sur un webinaire un peu orienté sur les conséquences vis-à-vis des entreprises et de l'employeur. Premier point important, renforcement de la prévention. Et on va le voir, de la prévention notamment primaire. On verra ensuite un gros volet, puisque la loi, là encore, à nouveau, pour les services de santé au travail, en tout cas, apporte de nouvelles dispositions importantes et qui vont avoir aussi des conséquences pour les entreprises. Un pan de cette loi concerne aussi la prévention de l'usure professionnelle, mais surtout de la désinsertion professionnelle, visée à maintenir, tant que faire se peut, les travailleurs dans l'emploi, pour éviter qu'ils se retrouvent en inaptitude ou en invalidité et derrière désinsérés, mais en tout cas déconnectés du monde du travail. Donc les maintenir au maximum. Et là aussi, on attend beaucoup des entreprises par rapport à ça. Et puis enfin, je dirais un mot sur la gouvernance. C'est un peu plus loin de nous, mais de cette gouvernance, cette nouvelle gouvernance concernant ce périmètre-là, vont découler énormément de dispositions, puisque concrètement, la plupart des dispositions dont je vais parler, on attend l'entrée en vigueur, la mise en place du Comité national de la prévention de la santé au travail, qui va remplacer les groupes qui travaillent au sein du Conseil d'orientation des conditions de travail. Et de ce comité national va découler énormément de dispositions. Et si ce comité national est défaillant sur un certain nombre de ces dispositions, c'est la voie du décret qui reprendra la main là-dessus. Voilà. Donc, je ferai un petit point sur la gouvernance. Est-ce que ça change ? Alors, on commence par le premier axe sur le renfort de la prévention primaire. Alors, ce n'est pas un scoop en soi, dans la mesure où on avait un plan santé au travail, santé sécurité au travail qui couvrait de 4 ans, 2016 à 2020, donc qui est arrivé à terme l'année dernière et qui avait déjà, lui, mis l'accent sur la prévention primaire, l'obligation de se focaliser sur ce niveau de prévention, en tout cas de mettre l'accent sur ce niveau de prévention, mettait aussi dans ce plan santé au travail l'accent sur la qualité de vie au travail, la prévention de l'usure professionnelle, le traitement des risques émergents, tout ça sur fond de dialogue social. Donc on va dire que cette loi, elle ne fait que rester dans la droite ligne de ce qui se fait déjà. Donc ce n'est pas en soi une nouveauté. Mais comme ça ne fonctionne pas bien, en tout cas ça ne donne pas les résultats escomptés, l'accent est mis ici par la voie législative. Voilà, c'est-à-dire qu'on va donner du poids à tout ça par la voie législative, ce qui, derrière, de facto, va renforcer aussi les obligations du côté des employeurs, avec potentiellement, bien sûr, plus de risques aussi de sanctions si les dispositions ou si les choses ne sont pas mises en place. Voilà, c'est aussi l'intérêt de passer par le biais d'une loi. Donc, la prévention primaire. Alors, pour replanter le cadre, et pourquoi la prévention primaire ? Parce qu'on a évidemment 3 niveaux de prévention dans notre système de prévention des risques professionnels. Et le vrai défi, justement, va être de se détacher des 2 niveaux de prévention tertiaire et secondaire pour aller vers de la prévention dite de fond. C'est-à-dire que d'aller rechercher les causes profondes quand quelque chose dysfonctionne et de se détacher des collaborateurs et des actions qu'on peut mettre en place à leur niveau pour aller se poser les vraies questions. Voilà, qu'est-ce qui dysfonctionne dans mon organisation ? Qu'est-ce qui n'est plus adapté et qui aujourd'hui, accessoirement, peut entraîner des impacts sur les collaborateurs que je fais travailler. Donc, les deux premiers niveaux que vous avez sur le schéma ici, la prévention tertiaire et secondaire, qui sont des actions centrées sur les travailleurs. Ça revient à considérer que c'est le collaborateur qui pose problème, mais pas l'organisation. Ces niveaux d'action, ces niveaux de prévention, aujourd'hui, on fait énormément de choses dans les entreprises. Bien évidemment, quand quelqu'un ne va pas bien, on traite de suite. On a des personnes ressources pour ça, on a des cellules d'écoute, on a tout ce qu'il faut pour intervenir là-dessus. Ça, on fait. Sur le niveau de prévention secondaire, en général, on fait aussi parce qu'on organise des formations, on fait des accompagnements, des coachings, on fait ce qu'il faut aussi pour accompagner sur ces niveaux-là. En revanche, le dernier niveau, celui sur lequel la loi vraiment met l'accent, ce niveau de prévention primaire, on a beaucoup moins envie d'y aller quand on est en entreprise parce que ce sont des questions de fond,
qu'on va devoir se poser concrètement. Est-ce que mon organisation, qui existe peut-être depuis des années, est-ce qu'aujourd'hui elle est toujours adaptée? Est-ce qu'aujourd'hui elle permet justement d'accompagner aussi toutes les évolutions et les changements en évitant d'exposer les collaborateurs? Et là, on se détache du travailleur pour se focaliser sur l'organisation du travail, sur les conditions de travail, l'environnement de travail. Et là, ça revient à considérer que ce n'est plus le collaborateur qui pose problème, mais c'est potentiellement peut-être mon organisation. Et aujourd'hui, la loi veut vraiment nous emmener sur ce terrain-là. En fait, ne fait que renforcer ce qui existe déjà, hein, une continuité là-dedans, mais pour le coup par des actions vraiment perfectibles, parce que ça revient à un constat aujourd'hui que font énormément d'inspecteurs du travail, que dans les documents uniques, on va reparler de ce document unique, eh bien, on ne met pas suffisamment en tout cas, l'accent sur, dans les plans d'action, sur ce niveau de prévention, qui est vraiment la prévention de fond. C'est-à-dire que si vous pouvez faire toutes les formations que vous voulez, si vous voulez outiller, équiper vos collaborateurs, bien sûr, mais si derrière vous ne vous posez pas la question de d'où viennent en amont les problèmes, peut-être que l'action de formation ne sera pas l'action adaptée aux problèmes que vous avez identifiés. Voilà. Et donc c'est très tentant d'aller plutôt sur les 2 premiers niveaux que sur le niveau de prévention primaire, qui nécessite qu'on se pose vraiment des questions de fond et qu'on n'a pas forcément envie, ni les moyens, parce que là j'ai une pensée pour, on a des systèmes à plusieurs vitesses, mais les grands groupes où c'est souvent très très compliqué de bouger les lignes. Voilà, on peut avoir des dispositions qui viennent du corporate, on est sur le terrain en local et c'est pas forcément évident de pouvoir, on n'a pas la main sur tout, voilà, de mettre en place des plans d'action qui soient efficaces, qui protègent bien les collaborateurs, alors que tout en haut des hautes sphères, on n'est pas forcément dans cette approche-là. Voilà, donc c'est compliqué. Pour les petites entreprises, ça l'est moins parce qu'il y a moins l'inertie de fonctionnement et les strates qu'on peut connaître dans les grands groupes. En revanche, c'est plus compliqué parce que peut-être il y a moins la connaissance, moins les moyens aussi. Et puis c'est pareil, pris la tête dans le guidon, dans une activité à maintenir, la prévention n'est peut-être pas une priorité. Voilà. Et donc là, l'idée, c'est d'en faire aujourd'hui une priorité dans cette démarche de prévention des risques qui relève d'une obligation légale. Alors, obligation légale, hein, depuis que c'est intégré dans notre Code du travail, dans notre partie 4 du Code du travail, avec cette fameuse loi de 91 qui nous rappelle que l'employeur doit veiller à la santé et à la sécurité des collaborateurs. Bien sûr, derrière, il y a cet article-là et les 9 principes généraux de prévention qui sont extrêmement importants. Et les 2 premiers d'entre eux, qui sont d'éviter les risques et d'évaluer les risques, renvoient à un autre décret de 2001 qui a instauré l'obligation légale de tenir à jour un document unique d'évaluation des risques. Quel que soit le nombre de salariés, à partir d'un salarié, on est soumis à cette obligation. Donc ce fameux document unique d'évaluation des risques, qui aujourd'hui est aussi dans la ligne de mire dans cette nouvelle loi. Alors, pas un scoop en tant que tel, parce que ça reste un outil, ça a toujours été un outil de prévention, normalement, le document unique. Là, on valorise en tant qu'outil de prévention, l'objectif étant d'en faire vraiment un état des lieux dans l'évaluation de ces risques-là pour répertorier l'ensemble des risques professionnels, avec à la base derrière évidemment des situations concrètes pour illustrer ces risques professionnels dans vos structures, un système de cotation qui permet d'identifier les risques éventuellement dominants et surtout les degrés de maîtrise de risque, et puis derrière des plans d'action adaptés. Donc cet outil de prévention, et c'est là que la loi, enfin, en tout cas insiste, valorise ce document unique et surtout renvoie à la prévention primaire, donc à l'organisation du travail, c'est d'en faire vraiment un outil de prévention et pas simplement une obligation réglementaire que je dois checker, faire chaque année, parce que le Code du travail dit qu'il doit être mis à jour à minima une fois par an. Si on est dans une logique d'outil de prévention, c'est un outil qui bouge, qui vit et qui est mis à jour tant que de besoin. À partir du moment où il se passe des choses dans la structure, et là on l'a vécu et on le vit encore pleinement avec cette fameuse crise sanitaire qui nous oblige à sans arrêt avoir ce document unique en phase avec bien évidemment l'évolution de la gestion du Covid. Voilà. Donc c'est un outil de prévention et aujourd'hui on veut que ça devienne un outil de travail. Voilà, concrètement,
doublé d'un outil de traçabilité, puisque ça permet aujourd'hui de pouvoir justement se justifier aussi, bien sûr, en cas de contrôle, avec une traçabilité. Et là, ça répond à un des principes généraux de prévention, qui est d'avoir une approche collective de la prévention. Donc évidemment, de pouvoir aussi être dans cette lignée-là. Et dans nos plans d'action, dans ce document unique, il y aura un regard vraiment acéré des agents de contrôle sur l'équilibre dans les 3 niveaux de prévention. Et si possible, vraiment l'accent mis sur la prévention primaire. Donc d'avoir une approche en termes d'évaluation des risques, notamment sur l'élaboration des plans d'action, de veiller déjà d'entrée de jeu à ce qu'on ait des actions prioritairement sur la prévention primaire pour déjà sécuriser aussi ces pratiques. Voilà. Et surtout avoir des vraies actions de fond, voilà, qui soient dans une démarche pérenne et durable, et pas simplement des mesurettes qui vont régler des problèmes et du curatif immédiatement, mais qui ne s'installeront pas dans la durée et qui ne donneront pas de résultats dans la durée. Donc ça, c'est notre DU, donc valorisé dans notre loi ici, en tout cas mis en avant à nouveau sur l'outil de prévention et l'outil de traçabilité. Traçabilité des mesures renforcée également avec à travers les 2 autres outils qui sont les deux outils qui sont intimement liés au document unique, qui relèvent d'une obligation aussi légale dans les entreprises, et notamment dans les grandes entreprises, les grosses entreprises. On a ce rapport annuel que l'on doit faire chaque fin d'année. On se pose, on fait un rapport annuel sur tout ce qui a été mis en place en matière de santé et sécurité dans la structure. Et ce rapport annuel va permettre ensuite d'élaborer le programme annuel prévisionnel. Donc, on va préparer l'année qui vient, et dans ce programme prévisionnel, ce fameux PAPRIPACT, qui est là aussi mis en avant dans le cadre de cette loi, donc qui n'est pas un scoop puisqu'il existait déjà, mais la loi met l'accent dessus, rappelle que c'est un programme, c'est pas le même document que le rapport annuel, parce que en pratique, on voit souvent que ces 2 documents sont combinés, voire l'un fait l'autre. Voilà, donc il faut vraiment qu'on ait 2 documents distincts. Et dans ce PAPRIPACT, on va bien sûr retrouver la liste des mesures prises et tout ce que l'on compte mettre en place dans l'année qui vient, les conditions d'exécution, bien sûr des indicateurs, puisqu'en termes de démarche de prévention, il nous faut des indicateurs de suivi sur ces différentes mesures. Et important dans le PAPRIPACT, une estimation du coût. Il y a la logique budgétaire derrière le PAPRIPACT, très très regardée en cas de contrôle, regardée en cas de contentieux aussi, parce que le budget que vous allouez à la prévention dans le cadre de ce document-là indique aussi la place que vous allouez à la prévention dans votre approche et dans votre structure. Voilà. Donc, bien entendu, comme on est sur des mesures aussi, il y a pilote et calendrier, bien sûr, derrière toutes ces mesures. Alors, la loi, parce que ça, c'était un grand point, justement, est-ce qu'on peut considérer de la même façon un grand groupe et une toute petite structure, une TPE? Donc, pour les entreprises de moins de 50, de 11 à 49 salariés, en tout cas, on a justement simplifié, et on ne les oblige pas à mettre en place un PAPRIPACT, mais une simple liste d'actions de prévention qui sera donc annexée au document unique suffira, mais une liste quand même détaillée. Voilà. On n'a pas la lourdeur de mettre en place un PAPRIPACT, mais on doit démontrer quand même qu'on est dans cette démarche de plan d'action structuré, détaillé, méthodo, et qui démontre qu'on est quand même dans une démarche proactive de prévention des risques, même si on est tout petit, qu'on a moins de moyens pour élaborer ça. Alors, avec derrière des conditions d'archivage qui changent aussi dans le cadre de la loi. C'est vrai qu'il n'y avait rien jusqu'à présent. On conservait évidemment ces documents qui, alors plus ou moins dans les entreprises, de plus en plus maintenant, c'était dématérialisé, mais pas forcément. Donc là, on est dans l'ère du numérique. Donc, on a à la fois des conditions d'archivage, alors là, qui ont été fixées à 40 ans au moins dans l'entreprise, et un dépôt sur ce fameux portail numérique qui va être mis en place à l'avenir et qui sera géré par un organisme mis en place par les organisations professionnelles représentatives. Donc, ça sera géré au niveau national avec un agrément, en tout cas, pour l'instant, c'est les informations que l'on a très certainement du ministère du Travail. C'est-à-dire que là, il devra remplir un certain nombre de critères.
l'agrément aussi au niveau des statuts, au niveau du cahier des charges et du déploiement. Puisque là, il sera soumis d'ailleurs en plus à l'aval de la CNIL, puisque c'est un portail évidemment qui contiendra des données. Donc, on est aussi sur cette problématique-là de sécuriser aussi les datas à travers l'utilisation de ce portail numérique. Donc, tout ça devrait se mettre en place pour les entreprises, en tout cas les entreprises de plus de 150 salariés, 1er juillet 2023 et un an supplémentaire pour les entreprises de moins de 150 salariés pour leur dépôt des DERP sur ce portail numérique. Donc ça va se faire et on sera de toute façon accompagné dans le cadre de l'appropriation de ce portail numérique. Alors la nouveauté aussi, la nouveauté de la mise à disposition des salariés, ça n'en est pas une, puisque depuis 2008, le document unique doit de toute façon être tenu à la disposition des collaborateurs qui souhaitent le consulter. C'est-à-dire que si je vais dans votre structure et que je vais au panneau d'affichage, je suis censée y retrouver la référence du DU, la personne qui est habilitée à pouvoir le tenir ou le mettre à jour, la dernière intranet, est-ce que c'est le bureau de Monsieur Dupont, peu importe, voilà, chaque salarié doit pouvoir, quand il le souhaite, accéder à ce document unique. La nouveauté, c'est qu'effectivement, a priori, là, il sera aussi ouvert aux anciens salariés, donc les personnes qui ne sont plus dans l'entreprise, qui sont parties à la retraite ou qui ont quitté la boîte et qui veulent rechercher ou retrouver des informations par rapport à une logique d'exposition professionnelle, par exemple, et toute personne éventuellement présentant ou ayant un intérêt, personne ou instance, ayant un intérêt à y avoir accès. Donc ça, ces dispositions-là seront précisées très certainement dans les décrets concernant cette mise en place du portail numérique. On aura un peu plus d'informations sur qui on met derrière personne ou instance ayant un intérêt à y avoir accès. Voilà, parce que pour l'instant, c'est assez flou sur le sujet. Alors, affirmation du rôle du CSE et de la CSSCT en tant qu'acteur de prévention. Donc, si on reste toujours dans cette logique de prévention primaire avec un DU très prégnant en tant qu'outil de prévention autour de cette prévention primaire, l'accent est mis sur vos plans d'action, cet équilibre dans les 3 niveaux de prévention, avec un timing, un archivage renforcé et surtout, en tout cas, une ouverture via un portail numérique. Le rôle du CSE là-dedans, qui est un partenaire incontournable de l'employeur dans la démarche de prévention, c'était déjà le cas. Alors, plus ou moins, ça dépend après de la relation en termes de dialogue social que vous pouvez avoir avec vos instances. Quoi qu'il en soit, justement, la loi renforce le rôle du CSE et de la CSSCT si on en a une. Non pas simplement instance de consultation sur le rapport annuel et le PAPRIPACT, mais devient vraiment une instance de participation à la prévention des risques, puisque là, on le voit bien dans la nouvelle, la manière dont l'article 4121.3 est libellé dans le cadre de cette nouvelle loi, le CSE et la CSSCT apportent leur contribution à l'évaluation des risques. Donc, ce n'est pas simplement une chambre d'enregistrement, de consultation, de validation, c'est derrière, je suis un acteur aux côtés de l'employeur et je travaille avec l'employeur, donc ça veut dire impliquer. Alors, certaines entreprises le font déjà, donc ça ne sera pas une nouveauté. Pour les entreprises où on était simplement dans une posture, à un moment donné, je soumets à mon CSE tel sujet en validation ou à consultation, si c'était le rapport annuel et le bilan et le PAPRIPACT. Là, on va être vraiment dans une démarche d'impliquer dans les groupes de travail, dans les groupes d'évaluation des risques. Le CSE ne pourra pas refuser non plus d'y venir y participer, puisqu'ils ont pleinement un rôle à jouer sur cette prévention et notamment cette prévention primaire. Alors là encore, évidemment, comme on a un système à plusieurs vitesses selon les effectifs, bien sûr, on ne raisonne pas de la même façon selon que les entreprises soient des petites structures ou des grosses structures. On aura évidemment dans les grosses structures, les 50 salariés et plus, toujours la consultation sur le rapport annuel et PAPRIPACT. Donc ça, ce n'est pas un scoop, hein, ça existe déjà. On va voir que ce qui vient se greffer là-dessus, c'est la consultation concernant le document unique qui n'existait pas et qui va se mettre en place. Et c'est mis à jour. Donc ça aussi, c'est important. Pour les petites structures, présentation simplement au CSE de la fameuse liste des actions de prévention et de protection qui découlent et qui sont normalement de toute façon annexées au DUER. Donc,
Dans toutes les structures de plus de 11, de toute façon, il y aura une consultation pour avis du CSE sur le DER, de ses mises à jour et de ses annexes. Donc, de facto, qu'on soit une petite ou une grosse, de toute façon, on va se retrouver avec cette logique-là de présenter, pour les petites en tout cas, la liste d'actions qui sera annexée au DU. Et on rajoute à ça, dans les structures de plus de 50, la consultation qui est maintenue en matière de rapport annuel et de PAPRIPACT. Avec donc un renforcement de facto pour permettre à ces membres du CSE et des CSSCT de pouvoir être pleinement acteurs aux côtés de l'employeur sur la prévention des risques et l'évaluation des risques. Là, la loi renforce leur formation en matière de santé et sécurité. Donc, à ne pas confondre avec la formation des membres, on va dire, sur le fonctionnement de l'instance, que ce soit en tout début de mandat ou après des renouvellements. Là, on est vraiment, ça institutionnalise vraiment les formations en matière de santé et sécurité au travail, qui va être de 3 ou 5 jours en fonction si c'est un premier mandat, si c'est un renouvellement, et si vous êtes CSE, parce qu'il y aura les membres du CSE, et bien sûr, la fameuse commission santé sécurité au travail qu'on peut avoir également dans le cadre du CSE et qui travaille pour le compte du CSE sur tous ces sujets-là. Eh bien, les membres de cette CSSCT auront effectivement aussi droit à cette fameuse formation. Donc, ça veut dire que dans les années qui viennent, on va devoir intégrer cette logique de formation supplémentaire pour nos élus. Si toutefois ce n'est pas déjà fait, puisque c'est des formations qui existaient déjà, mais là on les rend obligatoires dans le cadre du mandat. Voilà. Création d'un passeport de prévention, donc ça c'est un vrai sujet qui défraie pas mal la chronique. Il y a beaucoup d'articles actuellement là-dessus, même si on n'a pas pour l'instant bien sûr comment il va se présenter et qu'est-ce qu'il va contenir, c'est pas clair encore en tout cas, là aussi on attend la mise en place du fameux comité national de prévention et de sécurité au travail qui va venir en dessiner tous les contours et les contenus. Alors, ce passeport de prévention, qu'est-ce qu'on peut en dire jusqu'à présent, en tout cas, qui n'est pas forcément une mauvaise idée. L'objectif de ce passeport prévention va être pour chaque travailleur de retracer tout au long de sa carrière les formations, son parcours, ses formations en matière de santé et sécurité au travail. C'est un passeport qui sera donc individualisé, personnalisé, probablement rattaché au compte CPF, puisque là encore, ça sera quelque chose de géré par la personne. Ce passeport regroupera attestation de formation, certificat, éventuellement diplôme, tout ce que la personne aura pu mettre en place ou suivre dans le cadre de sa carrière en matière de formation santé et sécurité au travail, que ce soit de sa propre initiative, si elle décide de s'inscrire dans une formation diplômante en santé et sécurité, ou si ce sont des formations qu'elle a suivies à l'initiative du ou des employeurs pour lesquels elle a travaillé ou elle travaille. Voilà. Donc, on n'a pas beaucoup plus d'informations là-dessus. Ce qui reste en suspens, on sait que le salarié pourra autoriser un employeur à consulter son passeport. Les modalités de consultation, d'autorisation en tout cas, on ne les a pas encore, mais ça pourrait être le cas par exemple dans un recrutement, si la personne veut valoriser ce qu'elle a, tout son parcours en matière de santé et sécurité, elle pourra le faire via ce passeport, et un employeur pourra aussi éventuellement demander aux collaborateurs pour éviter peut-être de retomber dans des formations redondantes ou de s'assurer de certification ou d'attestation sur des suivis de formation, avoir accès à ce passeport, ça sera soumis a priori à l'accord préalable de toute façon du salarié, puisque ça reste un passeport personnel et personnalisé. Voilà. Donc voilà ce que l'on sait sur la mise en place de ce passeport. Donc on attend aujourd'hui le décret, donc avec c'est une des dispositions, on n'est pas à mars 2022, mais au plus tard au 1er octobre 2022, pour laisser le temps notamment au comité national de se pencher sur les contours de ce futur document. La loi également fait un point sur ce qu'on appelle les polyexpositions, et notamment par rapport aux risques chimiques, avec cette notion de polyexposition qui est pour intégrer en tout cas dans les règles de prévention de la santé et de la sécurité au travail, avec derrière tout ça, cette logique de polyexposition, c'est de pouvoir justement assurer une surveillance, un suivi, une surveillance professionnelle, une surveillance post-professionnelle pour les personnes qui éventuellement après sont parties à la retraite par exemple,
Et comment on va articuler ce suivi-là, mettre en place ce suivi-là avec notamment les services de santé au travail, en tenant compte bien sûr de la nature du risque, de l'état de santé de la personne et bien sûr son âge. Alors c'est combiné à une visite médicale dont on a entendu parler avant, alors qui a été consacrée par un décret du mois d'août également, la fameuse visite médicale avant le départ à la retraite, dont on entend aussi pas mal parler, puisque ça se met concrètement en place. Cette visite médicale avant le départ à la retraite a cette vocation justement à identifier potentiellement les personnes qui vont pouvoir bénéficier d'un suivi post-professionnel notamment. Alors ça vise évidemment les personnes qui ont occupé des postes nécessitant un suivi individuel renforcé, c'est-à-dire qui ont occupé des postes ou qui occupent des postes à risque. Voilà. La liste étant définie dans le cadre du Code du travail. Voilà. Donc ça, c'est important d'avoir ça en tête. Alors, quand on parle d'exposition ou polyexposition, on est sur une notion d'exposition simultanée ou séquentielle, en tout cas, à certains types de nuisances. Hein, et donc, le risque chimique, en tout cas, en fait partie. Donc là, pareil, on n'a pas forcément toutes les modalités encore là-dessus de comment ça va pouvoir se mettre en place et s'articuler avec les services de santé au travail, mais ça fait partie en tout cas des dispositions que la loi, sur lesquelles la loi est revenue. Alors, toujours pour rester dans cette logique par rapport au plan santé au travail 2016-2020 qui était en place avant, on maintient dans cette loi une continuité sur la notion de QVT, la qualité de vie au travail, qui devient QVCT. Pourquoi ? Ça va dans la logique de mettre l'accent sur la prévention primaire. Là encore, on va toucher à l'organisationnel, donc de faire ressortir derrière la QVT aussi tout ce qui touche les conditions de travail. En fait, c'est obligé là, c'est se détacher du raccourci. Hein. En général, on résume, on réduit la QVT au mieux-être, au bien-être, au syndrome du baby-foot, enfin, tout ce qu'on peut imaginer derrière, à tous ces bonus que l'on peut mettre en place dans les entreprises et qui, effectivement, font en sorte que les gens se sentent bien ou mieux, mais qui ne suffisent pas. La QVT, la QVCT, ça n'est pas ça. C'est effectivement, il y a du mieux-être, mais si on veut être dans une logique aujourd'hui complète de performance, si on veut que le système soit performant et que le collaborateur le soit aussi, ça veut dire ne pas oublier également le mieux travailler et le mieux communiquer, hein, qui sont vraiment les chevilles ouvrières de la notion de QVT. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est tellement plus facile de mettre en place des bonus, des mesurettes qui sont au demeurant bonnes. Mais si vous ne vous posez pas forcément, là encore, les bonnes questions ou les vraies questions sur des problèmes de fond, sur les conditions de travail, l'environnement de travail, sur le poste de travail, sur le travail réel des collaborateurs et sur la communication, puisque c'est souvent le nerf de la guerre dans les systèmes aussi, si vous ne répondez pas à ces attentes-là, vous passez à côté. C'est-à-dire que vos bonus, finalement, vont au final être potentiellement contre-productifs parce que les collaborateurs qui travaillent, eux, ils ne sont pas en attente d'avoir des bonus, ils sont surtout en attente qu'on règle leurs problématiques quotidiennes de travail. Et c'est là-dessus qu'ils veulent qu'on les implique aussi, et ça va être important de les impliquer, de les rendre acteurs par rapport à ça. Et si on veut travailler à un système qui soit performant globalement et durablement, et si le mot performance est un gros mot et pas forcément audible, on parlera d'efficacité, de qualité, comme après on s'adapte par rapport au contexte. Mais c'est important de travailler, d'avoir en tête ces trois sphères. Et donc la loi met l'accent là-dessus, vraiment insiste pour justement qu'on sorte du cliché QVT, QVT baby-foot, voilà, ou massage, ou que sais-je encore. Voilà. Donc on est ici sur l'obligation de négociation. Alors ça, c'était la loi Rebsamen, hein, donc 2016, on est dans la continuité. On rajoute simplement la notion de conditions de travail. C'est pour ça qu'on change l'acronyme QVCT. Il y a toujours les huit thématiques obligatoires et la loi précise bien sur la qualité des conditions de travail, notamment la santé, la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels. Donc c'est un rajout qui vient compléter de ce qu'on entend et ce qu'on attend aussi de l'employeur sur la notion de qualité de vie au travail, donc de qualité de vie et de conditions de travail aujourd'hui. Avec un appui, la loi met l'accent sur le fait que les employeurs pourront se faire aider localement, régionalement, pour mettre en place ces fameuses démarches, ces fameux dispositifs d'amélioration des conditions de travail, puisque la qualité de vie, c'est ça, c'est améliorer, boucle d'amélioration continue des conditions de travail,
dans la lignée de l'évaluation des risques professionnels. Parce qu'à partir du moment où vous travaillez sur votre prévention des risques, vous travaillez sur vos 3 niveaux de prévention, vos plans d'action qui en découlent contribuent évidemment, dans l'hypothèse où ils sont bons, à améliorer continuellement la qualité de vie au travail, voilà, et les conditions de travail. Donc c'est la priorité. En fait, on revient à la première appellation avant qu'on parle de QVT en 2013. On ne parlait pas de QVT, mais on parlait d'amélioration des conditions de travail. Donc là, on ne fait que remettre l'accent sur ce qui était anciennement, avant que l'ANACT se saisisse du sujet en 2013, ce que représentait la qualité de vie au travail quand on n'avait pas cette appellation. Voilà. Alors, la loi, alors ça c'est un peu, je ne vais pas dire c'est un peu une verrue dans la loi, mais enfin voilà, et on rajoute, parce que évidemment c'est bien sûr lié à notre thématique santé sécurité au travail, mais la loi a profité ici de spécifier, en tout cas dans la droite ligne de la loi El Khomri de 2016, de bien compléter la définition en matière de harcèlement sexuel. L'idée est d'harmoniser en fait la définition entre le droit du travail et le droit pénal, avec cette notion d'agissement sexisme, de sexisme ordinaire. Le mot sexiste est donc intégré dorénavant dans la définition, qui devient, voilà, le harcèlement sexuel sera constitué par des propos, comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à la dignité du collaborateur en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit créer à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Donc c'est le rajout de cette notion de sexisme qui est intéressante, puisqu'aujourd'hui, en plus, on a la mise en place des référents à harcèlement sexuel et agissement sexiste, donc de pouvoir conforter, en tout cas de manière législative, de manière légale, cette notion d'agissement sexiste en parallèle de notre harcèlement sexuel. En même temps, on a intégré 2 nouveaux cas dans le code du travail qui peuvent constituer du harcèlement sexuel lorsqu'il est donc subi par le salarié. Alors ça, c'est important. Le code du travail ne regarde pas l'élément intentionnel. On est sur quelque chose de subi et pas quand il est imposé par l'auteur. Voilà. Donc ça, c'est important d'avoir cette nuance-là par rapport à la notion pénale, où là, l'élément intentionnel est extrêmement important. Donc 2 nouveaux cas. Le cas d'une personne qui subirait des propos ou des comportements venant de plusieurs personnes, mais de manière concertée. Il y a une logique de concertation, sans pour autant que ce soit répété, mais il y a une logique presque de bande organisée derrière. Il y a une concertation entre ces personnes qui s'adonnent à du harcèlement sexuel. Ou autre cas de figure, lorsqu'une personne subirait donc des propos ou des comportements venant de personnes qui ne sont pas dans une logique de concertation, en tout cas pas nécessairement, mais qui évidemment derrière, avec la logique potentiellement de répétition, en tout cas de répétition, qui peuvent se caractériser par une répétition dans le temps. Voilà. Donc précision apportée en tout cas dans notre code du travail autour de l'article 1153 concernant notre harcèlement sexuel. Alors, j'en ai fini avec la partie prévention primaire. Alors, dans la droite ligne de la prévention primaire, on travaille évidemment, enfin la loi met l'accent sur le travail des services de santé au travail, qui, on va le voir, vont changer aussi d'acronyme. Voilà, l'appellation va changer. Alors, pourquoi l'appellation change? On passe de service... Alors, c'est une énième changement de nom parce qu'on est passé de la médecine du travail au service de santé au travail. Et là, on met l'accent sur la prévention, donc avec une nouvelle appellation, service de prévention et de santé au travail, qui met là. Alors, pourquoi on intègre le mot prévention? Enfin, la question, on peut se la poser. L'objectif de la loi, c'est justement de faire ressortir le rôle prédominant du service de santé au travail aux côtés de l'employeur sur justement cette démarche d'évaluation des risques, d'accompagnement. C'est un véritable acteur, partenaire dans la démarche de prévention et pas simplement un acteur qui est là pour assurer le suivi de la santé des travailleurs. Voilà, donc faire ressortir cette dimension-là. Et on va le voir, il y a également, dans le cadre de la désinsertion professionnelle, la mise en place au sein de ces services de santé d'une cellule de prévention de la désinsertion professionnelle. Donc, il fallait faire ressortir aussi dans l'acronyme ce côté prévention, en rapport notamment avec ces nouvelles missions concernant la désinsertion professionnelle, en sachant qu'on attend
On attend aujourd'hui des services de santé au travail qu'il aide l'employeur, qu'il intervienne en tant que partenaire sur l'évaluation, la prévention des risques, d'où on va le voir un socle de services avec une équipe pluridisciplinaire dédiée justement à ces missions-là, former, informer les travailleurs, sensibiliser aussi aux risques professionnels, ce que certains services de santé au travail faisaient déjà, hein, ou avaient les équipes en tout cas dédiées à ça, et aussi avoir un positionnement pour accompagner sur tout ce qui touche la QVCT, et les changements de modèle organisationnel. Voilà, puisqu'on on vit pleinement tous ces sujets-là actuellement. Donc un rôle accru. Et ces modifications, hein, notamment l'accent mis sur la prévention, seront inscrits aussi bien dans le Code du travail que dans le Code de la santé publique, puisqu'ils ont la particularité, ces services de santé au travail, d'être évidemment sur ces deux domaines de droit, notamment eu égard à l'activité et aux missions du médecin du travail avec les protocoles qu'il met en place avec son équipe pluridisciplinaire. Alors justement, équipe pluridisciplinaire, un service de santé au travail, ce qui va d'ailleurs entraîner pas mal de chamboulements sur, on va dire, aujourd'hui la carte des différents services de santé au travail existants sur le territoire français, parce qu'il y a entre des tout petits et des très gros qui existent déjà. Ça laisse à penser qu'il va y avoir certainement des regroupements. En tout cas, au sein des services de santé au travail, on a une équipe pluridisciplinaire. Il y a bien évidemment une direction, un directeur dans les services évidemment interentreprises, puisqu'on distingue d'un côté les services autonomes, dans les structures qui, au-delà d'un certain nombre de salariés, ont leur propre service de santé au travail, et les services de prévention et de santé au travail interentreprises, qui doivent répondre, un conseil d'administration bien sûr, qui doivent répondre dans le cadre d'un projet de service pluridisciplinaire, qui travaillent également sur leur contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, hein, le CEPOM, avec la DRITS, les CARSAT. Et dans ce cadre-là, elles rendent, le service de santé interentreprise rend un rapport annuel d'activité. Important, le rapport annuel du médecin du travail qu'on connaissait, qui était d'ailleurs présenté aussi en CSE, sera supprimé. Hein, ce qui prédominera, ça sera donc ce fameux rapport annuel d'activité. Donc on va avoir cette vision macro du service de santé au travail, pas uniquement la vision de l'activité du médecin du travail. Donc le médecin du travail peut déléguer sous sa responsabilité l'animation, la coordination à l'un des membres de cette fameuse équipe, puisqu'il y aura la direction du centre, du service, et derrière le médecin du travail qui, lui, a son équipe médicale pour toute la partie d'ailleurs suivi et prévention de l'altération de la santé des collaborateurs, bien sûr, alors avec infirmiers, ergonomes, assistantes sociales, ergothérapeutes. L'intégration, la loi prévoit d'ailleurs la possibilité de mettre des auxiliaires médicaux aussi dans le cadre de ces services-là. Et puis à côté de ça, il y a le tiers-temps qu'il devra consacrer, ce médecin du travail, à ses missions en milieu de travail. Alors le tiers-temps existe déjà, hein. C'est une disposition qui a été mise en place il y a quelques années de ça, dans les années 60, la mise en place du tiers-temps, c'était en 79, voilà. Donc c'est quelque chose qui existe déjà, c'est pas une nouveauté, c'est pas un scoop, sauf que là, on fait remonter ça au niveau législatif. C'est-à-dire qu'on conforte l'importance de ce tiers-temps consacré aux missions en milieu de travail. Ça veut dire que le médecin du travail va vraiment devoir être présent aux côtés des entreprises pour travailler sur ce volet prévention des risques. Voilà. Donc la vraie démarche préventive ici, et pas uniquement le suivi individuel des collaborateurs pour prévenir une éventuelle altération de leur santé. La loi précise, alors évidemment, on n'a pas encore tous les éléments, les conditions d'exercice, l'articulation aussi dans ces équipes de qui fait quoi, et puis la mise en place, on va le voir, hein, le décloisonnement avec la santé, avec la médecine de ville, qui est un peu une nouveauté aussi dans le cadre de cette loi. La nouveauté aussi à noter, c'est que les services de santé au travail, les services de prévention et de santé au travail, il faut s'habituer au nouvel acronyme, autonomes, pourront, dans l'entreprise, si besoin, s'adresser aussi aux services de santé interentreprise et vice-versa. Jusqu'à présent, c'était cloisonné. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des passerelles. Enfin, il existait des passerelles, mais sur des cas très particuliers. Là, on voit que les deux systèmes vont pouvoir travailler ensemble, en tout cas se combiner, tout ça au
au plus près des besoins des entreprises, parce que on parle d'équipe pluridisciplinaire à l'ère où aujourd'hui on va vers une pénurie de médecins du travail, une pénurie de médecins tout court avec une désertification aussi beaucoup, où ça va pas être simple à mettre en place tout ça pour pouvoir répondre aussi à ces obligations-là. Alors les missions de ces services de prévention et de santé au travail sont étendues. On l'a vu, intervenir aux côtés de l'employeur sur la partie prévention primaire. Une extension aussi, l'idée étant de mettre à plat des problèmes de traitement face à la santé au travail, une équité de traitement entre les différents statuts de travailleurs, puisqu'évidemment, il y a ceux qui ont la chance d'appartenir à une entreprise ou à un ou plusieurs employeurs avec un suivi derrière qui existe déjà, et puis d'autres catégories de la population, et je pense notamment aux travailleurs indépendants et aux chefs d'entreprise, là, qui sont notamment visés dans le cadre de la loi, qui pourront adhérer à un service de prévention et de santé au travail, ce qui jusqu'à présent n'existait pas. Quant aux intérimaires et aux salariés sous-traitants, alors c'est pas là, ils sont déjà suivis, ces salariés-là, puisque par définition, ils ont des employeurs juridiques qui sont chargés de respecter cette obligation de suivi. La nouveauté dans la loi, c'est qu'on pourra passer, non pas par le service de prévention et de santé au travail de l'employeur, mais éventuellement des entreprises utilisatrices ou des entreprises qui ont commandé les prestations. Donc avec éventuellement des passages par des services de prévention et de santé au travail autonomes dans le cadre de l'entreprise utilisatrice. Donc ça, c'est aussi un événement nouveau. Ce qu'il y a à retenir derrière ces changements c'est l'évolution des missions, parce que c'est pas un changement, c'est l'évolution des missions, c'est qu'on est sur les services de santé, de prévention et de santé au travail n'ont plus pour mission exclusive, mais pour mission maintenant principale d'éviter toute altération de la santé physique et mentale. Ça n'est plus une mission exclusive, c'est une mission principale, mais il y a d'autres missions qui viennent se greffer autour, et là la loi pour le coup change. Quand on regardait et qu'on lisait les textes concernant ces services de santé au travail, on était sur une médecine exclusivement préventive et orientée sur la prévention de l'altération de la santé physique et mentale. Aujourd'hui, c'est mission principale, mais pas exclusive. C'est-à-dire qu'il y a d'autres missions autour, et on va voir notamment lesquelles. Alors, agrément, ce qui existe déjà, donc là, on conforte la notion d'agrément de 5 ans pour tous les services de prévention et de santé au travail, donc qui seront délivrés par les DRITS, ex-direct, si vous avez connu les directs, donc inspection du travail, après avis de ce fameux, pas le comité national, mais là les comités régionaux de prévention et de santé au travail compétents, puisqu'on va le voir dans le cadre de la gouvernance, il y a un comité national qui va être mis en place et des comités régionaux. Donc ça, en attendant d'avoir aussi les dispositions. Et surtout, nouveauté, une certification. Une certification via un référentiel qui lui aussi va être défini par ce fameux comité national, donc avec des points de contrôle concernant le fonctionnement des services de prévention et de santé au travail interentreprises uniquement. Donc dans le cadre de ce référentiel, l'objectif va être de valider la qualité, l'effectivité des services rendus, l'organisation, la continuité de service, la qualité des procédures, la gestion financière, la tarification, le traitement des données, tout ce qui fait que cet organisme-là devra répondre en tout cas à un certain nombre de points de contrôle, ce service-là, et qui donnera lieu à derrière une certification qui est en fait un label qualité, c'est une certification qualité, alors qui devra être mise en place à compter de l'entrée en vigueur de la loi dans les 2 ans, si tant est qu'on ait évidemment le référentiel mis en place d'ici là et le comité national mis en place aussi d'ici là. Voilà, il y a pas mal de choses à faire avant que ça puisse se déclencher. Et donc, ça sera à mettre en place dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises. Voilà. Donc, on a ce label qualité, cette certification, qui est aussi une nouveauté de la loi. Donc, dans le cadre de leur service, puisque là, je parlais de qualité de service, dans le cadre de cette labellisation, cette certification, on aura donc la loi s'appuie sur un ensemble de socles de services qui devront être proposés par les services de prévention et de santé au travail interentreprises pour justement répondre, couvrir
l'intégralité des missions et notamment répondre à ce qui est prévu dans le code du travail. C'est-à-dire que ces services devront répondre à de l'accompagnement en matière de prévention des risques professionnels, notamment avec une orientation sur la prévention primaire, le suivi individuel des travailleurs, bien sûr, ça qui était un peu leur cœur d'activité déjà également, comme la prévention, et la prévention, la fameuse prévention de la désinsertion professionnelle qui là est actée dans la loi, qui est une nouveauté, même si c'était déjà plus ou moins en place par un certain nombre d'actions qui se faisaient déjà. Et là, c'est légalement acté avec une mission pleine et entière là-dessus des services de prévention et de santé au travail. Donc, on va dire qu'il y a un socle de services obligatoires, à minima, qui concerne ces 3 domaines-là. Et ensuite, il y aura des offres complémentaires qui pourront être proposées et qui, pour le coup, eux, feront l'objet d'une facturation spécifique avec des tarifs et une facturation spécifique, ce qui ne sera pas le cas du socle obligatoire qui, lui, rentrera dans une tarification aussi différente avec une cotisation qu'on connaît déjà d'ailleurs. Et ça devrait être aussi précisé par voie de décret. Par ailleurs, il y a une logique un peu de business derrière tout ça, même si le terme peut être dérangeant, mais ces services de prévention et de santé au travail interentreprises vont devoir assurer la com, la publicité, le montant des cotisations. L'idée, c'est de pouvoir jouer sur une logique de concurrence aussi, donc avec des grilles tarifaires. Donc voilà, ils vont devoir se vendre aussi ce qu'ils proposent aux entreprises et à leurs adhérents. Donc ça va être une démarche, peut-être une démarche nouvelle pour certains, en tout cas, cette approche un peu business. Voilà. Décloisonnement de la médecine de ville et de la médecine du travail. Donc ça, c'est un point aussi un point phare, alors qui soulève aussi beaucoup de débats, beaucoup de questions, surtout qu'on est un peu en pénurie de médecins du travail et médecins de ville, des médecins traitants. Là, l'idée, c'est justement dans les zones, en tout cas en insuffisance de disponibilité de médecins du travail, voire en manque, voire en absence de médecins du travail, comment permettre à l'employeur, malgré tout, de rester, de faire face à son obligation sur ce suivi des collaborateurs. Et ça sera que là-dessus, puisque le fameux médecin praticien correspondant, puisque c'est comme ça qu'on l'appellera, donc l'ouverture à la médecine de ville, ces médecins traitants qui souhaitent devenir médecins praticiens correspondants pourront le faire sous réserve d'avoir suivi une formation à la médecine du travail, à la médecine professionnelle. Ce n'est pas la même chose que de traiter des angines, une grippe, une gastro et de donner un avis se pencher sur un avis d'aptitude ou de la prévention, en sachant que ces médecins praticiens correspondants ne pourront pas intervenir sur les personnes en suivi individuel renforcé. Ça restera du monopole du médecin du travail. En tout cas, c'est ce qui ressort dans la lecture des informations que l'on a autour du futur rôle de ce médecin praticien correspondant, qui signera un protocole, qui devra conclure un protocole avec le service de prévention et de santé au travail interentreprise avec lequel il travaillera, sous réserve qu'il soit évidemment, on l'a dit, formé. Ça ne pourra pas être le médecin du traitant du salarié, pour des questions d'objectivité, pour des questions aussi histoire de ne pas mélanger les genres. Donc ça risque aussi d'être compliqué à gérer en mise en pratique, en tout cas. Voilà, donc à suivre. Donc ils seront, en fait, ces médecins praticiens correspondants, je ne vais pas dire qu'ils dépanneront, parce qu'ils vont jouer véritablement un rôle, mais ils seront plutôt sur du suivi individuel classique, sur des visites également de reprise, avec un gros point d'interrogation, parce qu'ils ne connaissent pas l'entreprise, ils n'auront pas justement cette logique de visite, de connaître vraiment le contexte de l'entreprise, avec que la version de la personne qu'ils reçoivent en face. Donc en termes d'objectivité, on peut s'interroger. N'auront pas évidemment la connaissance non plus autour de ce qui se fait dans l'entreprise. Donc voilà, il y a de grosses questions en suspens autour de comment ils vont pouvoir être pleinement dans cette mission-là pour répondre à ce que normalement un médecin du travail doit faire dans le cadre de ses fonctions. J'ai envie de dire à suivre sur le sujet. On n'a pas plus d'informations pour le moment là-dessus. On voit d'ailleurs que là, en décloisonnant médecine de ville à la médecine de ville, décloisonnement entre les deux,
On voit bien qu'ici, on cherche à mixer maintenant santé publique, santé au travail. Donc ça, c'est intéressant aussi, puisque dans le cadre des missions des services de prévention et de santé au travail, ça va au-delà de la médecine du travail. C'est-à-dire qu'on va demander aujourd'hui aux médecins du travail d'intervenir aussi par le biais de sensibilisation, de campagnes de vaccination, sensibilisation en matière de nutrition, en matière de pratiques sportives. Voilà, on va en étend le périmètre à la santé publique, voilà, d'une manière générale, et pas uniquement à la santé au travail. Donc avec des actions de promotion et de sensibilisation qui pourront faire partie d'ailleurs de ce fameux socle. Une ouverture à la télémédecine, mais ça, c'est pas un scoop. En tout cas, ça s'est mis en place avec la crise sanitaire. Et donc, la loi a repris cette option-là de pouvoir assurer un suivi individuel via la télémédecine. Les modalités vont être définies par décret parce qu'on peut s'interroger évidemment en fonction du type de profil de travailleur que l'on a en face de soi et les risques aussi concernés. Est-ce que la télémédecine sera appropriée ou est-ce que ça va être ciblé sur différents types de postes ou différentes sortes de visites, peut-être que les visites individuelles ou les visites d'information et de prévention. Voilà, donc ça là-dessus, pour l'instant, on n'a pas d'informations sur les modalités précises du recours à la télémédecine dans le cadre du suivi individuel des travailleurs. Voilà, donc on est sur ces dispositions-là. Alors, derrière tout ça, il y a des dossiers médicaux. Hein. Derrière chacun d'entre nous, on a des dossiers médicaux. Alors, le dossier médical partagé que l'on connaît, qui existe déjà. Là, l'idée, c'est comment on peut arriver à combiner, goupiller ces dossiers médicaux en restant chacun dans son périmètre de compétences, toujours bien sûr sous couvert de l'accord du principal intéressé, qui est le salarié en l'occurrence. Donc, comment rendre accessible, décloisonner là aussi, ouvrir ces dossiers-là, tout en restant dans le respect du secret médical, par rapport à qui vient dedans, par rapport au périmètre de compétences notamment des différents professionnels de santé qui pourront accéder à ces informations. Donc là-dessus, le dossier médical partagé qui a été créé le DMP, qui a été créé en 2004, lui, qui comprend des données nous concernant, des données en matière de santé à caractère personnel, propres à chacun d'entre nous. Donc là, l'idée, c'est de l'ouvrir, lui permettre de contenir également des données relatives à la prévention, des risques, aux éventuelles expositions professionnelles aussi, donc de décloisonner ça. L'intégrer d'ailleurs à un espace numérique. Là aussi, on est un peu dans le digital, donc à partir du 1er janvier 2022, ça devrait se mettre en place. Donc, il y aura un volet, en fait, santé au travail dans le dossier médical partagé. Dans le dossier médical santé au travail, qui, lui, évidemment, dans le cadre du respect du secret médical, comporte des informations relatives à l'état de santé des travailleurs, à ses expositions, auquel évidemment il a été soumis avec le médecin du travail qui valide ça. Donc l'idée, c'est de le rendre accessible aux médecins praticiens correspondants et aux professionnels de santé susceptibles d'intervenir ou d'assurer le suivi du collaborateur. Donc ça, c'était un vrai sujet. Donc là, il y a un besoin en attente de décret là-dessus, 1er janvier 2024. Pourquoi ? Parce qu'il y a besoin de sécuriser, on est sur de la gestion de données, donc dans le cadre aussi du RGPD, dans le cadre de la CNIL, de sécuriser et de voir comment on va pouvoir articuler ces transferts d'informations sur ces différents dossiers, comment, si on les rend accessibles, comment sécuriser au maximum l'accès à ces données, de manière à ce qu'il n'y ait pas derrière de transgression ou tout simplement de violation dans le cadre du contenu de ces données qui pourraient avoir des répercussions importantes pour le collaborateur et pour sa sécurité juridique et médicale. Voilà. Alors, la prévention de la désinsertion professionnelle, qui est un point, je vous le disais, les services de santé, de prévention et de santé au travail ont cette mission, dorénavant également de prévention de la désinsertion. Alors, ça se traduit comment concrètement ? Par la mise en place d'une cellule de prévention de la désinsertion professionnelle avec un objectif, ici, d'accompagner un public fragilisé, vulnérable, dans le temps que faire se peut de les maintenir dans l'emploi, en tout cas prévenir la désinsertion professionnelle de ce type de public. Voilà. Donc de travailler, alors
C'est un vrai sujet, puisqu'en plus, on est dans une pyramide des âges vieillissante aussi en France, donc avec potentiellement beaucoup plus de facteurs de risque en matière d'inaptitude, en matière d'invalidité, enfin tout ce qui peut aujourd'hui impacter l'état de santé et avoir évidemment un impact aussi sur la relation au travail et les contrats de travail. Donc de travailler, en tout cas main dans la main, que ce soit avec les employeurs, pour justement faire en sorte, tant que faire se peut, de maintenir les gens dans l'emploi. Voilà, l'objectif, il est là. Avec 3 outils, en tout cas prévus par la loi, certains existent déjà, on va voir, qui permettront justement de pouvoir se pencher sur le dossier d'une personne et d'essayer de trouver des mesures d'adaptation, d'aménagement, de reclassement, de transformation de l'emploi pour maintenir, préserver les personnes dans leur job. Donc un premier outil, la fameuse visite de mi-carrière, dont l'échéance devra d'ailleurs être fixée par accord de branche. Alors sauf si l'accord de branche ne dit rien, on sera sur une logique de 45 ans. Donc on est la visite de mi-carrière devra se faire dans l'année d'anniversaire de la 45e année, sauf si un accord de branche déroge à ça. L'objectif de cette visite de mi-carrière est de faire un état des lieux entre post-adéquation, post-état de santé du collaborateur. J'en suis où? Voilà, mi-carrière. Donc la personne, dans quel état concrètement elle est physiquement, surtout si elle a occupé des emplois qui favorisent potentiellement son usure professionnelle. Donc voilà, dans quel état elle est. Comment on se projette? Là, on va être dans une logique de projection. Donc ça s'inscrit aussi beaucoup aujourd'hui. Et là, on est dans le cadre du droit du travail avec l'accompagnement en matière de développement des compétences et d'employabilité. On est pleinement là-dedans sur le volet santé-sécurité. C'est comment justement permettre à cette personne, sur les 10 ans, 15 ans d'années qui lui restent à travailler, on va prendre en compte son état de santé et accompagner son évolution professionnelle et son employabilité en tenant compte de son vieillissement, c'est évidemment de tout ce qui a pu l'exposer dans le cadre de son travail et la fragiliser et la maintenir évidemment dans l'emploi. Donc éviter, anticiper, on est toujours dans une logique de prévention au maximum, sans risque de désinsertion professionnelle. Intégrer là-dedans, et c'est un vrai sujet parce qu'en France on n'est pas forcément au top là-dessus, la notion de vieillissement et vieillissement, l'impact que ça peut avoir dans le cadre du travail. Voilà, parce que c'est encore un sujet très très tabou et pas forcément très très audible par beaucoup d'employeurs. Donc comment on intègre aussi et on sensibilise à la fois les employeurs, les entreprises aussi aux enjeux du vieillissement, surtout si l'entreprise a une pyramide des âges où elle va travailler avec de l'intergénérationnel et notamment des seniors. Et puis évidemment travailler sur des mesures d'adaptation, de réaménagement, de transformation, de reclassement, voilà, pour pouvoir préserver la personne dans l'emploi. Deuxième outil, le rendez-vous de liaison. Alors ça, c'est nouveau aussi, qui devrait être mis en place. Enfin, voilà, pareil, on attend les contours, plus de précision autour de ça. Mais pour le coup, là, un travail avec évidemment employeurs, collaborateurs, et notamment, on peut imaginer service RH derrière tout ça. Après une absence prolongée, pour préparer le retour au travail du collaborateur, différent de la visite de pré-reprise, qui se fait sous couvert de la sphère médicale. Là, on est vraiment sur un contact qui serait pris entre l'employeur et le salarié, donc pendant la suspension de son contrat, c'est-à-dire que la personne n'est pas de retour au travail, justement pour préparer, anticiper d'éventuelles problématiques de retour à l'emploi. Et donc prendre les devants. C'est pour ça que la loi préconise la participation du référent handicap dans le cadre de ces rendez-vous de liaison, parce que on peut y avoir à y intégrer une notion d'invalidité, une notion de handicap liée à l'état de santé. Et donc comment faire en sorte d'être prêt. Quand la personne va revenir, on ne se posera pas ces questions-là à ce moment-là, on se sera posé avant. Ça permet aussi d'accompagner psychologiquement la personne à un éventuel reclassement, changement de métier, transformation de son job, d'intégrer, de se préparer et d'accompagner au mieux cette situation-là pour que la personne puisse se projeter et faire en sorte que la reprise du travail ne devienne pas un problème ou une mise en risque de la personne parce qu'elle n'aura pas préparé ça et l'employeur non plus. Voilà. Donc ce rendez-vous de liaison sert à ça. Tout ça combiné avec visite de reprise et de pré-reprise qui existent déjà dans le code du travail,
La seule différence, c'est que là, la loi, tac, là aussi, les fait remonter à un niveau législatif, alors qu'on était au niveau décret. Là, on bascule sur, c'est une consécration, hein, quand c'est la loi ça remonte au niveau législatif. Donc, on fait remonter ces visites-là au niveau législatif. Je rappelle que visite de pré-reprise, bien évidemment, qui est obligatoire d'ailleurs au bout de 3 mois d'arrêt, qui ne vaut pas visite de reprise, mais qui permet justement, tout comme le rendez-vous de liaison, de préparer le retour à l'emploi et se poser toutes ces questions autour du maintien dans l'emploi et tout ce qu'on va devoir mettre en place et de préparer psychologiquement aussi le collaborateur accessoirement à reprendre son travail ou pourquoi pas peut-être à quitter son job mais à se réorienter vers un nouveau métier. Donc d'accompagner ça. Quant à la visite de reprise, elle doit se faire, bien sûr, les retours de congé mat et toute absence suite à une maladie ou un accident de travail avec plus de 30 jours d'arrêt, et quel que soit le nombre de jours d'arrêt quand on est sur une logique de maladie professionnelle. Voilà, donc cette visite de reprise qui est gérée et confiée au médecin du travail, donc au service de prévention et de santé au travail, qui est très très importante puisque suite à ces visites, le médecin du travail pourra préconiser des logiques d'amélioration, d'adaptation, d'aménagement, enfin qu'on a vu dans le cadre également de la visite de mi-carrière, c'est la même logique de fonctionnement. Petite précision, le médecin praticien correspondant, donc le médecin de ville qui prendra le relais sur le médecin du travail, s'il n'y en a pas ou s'il est défaillant, n'aura pas possibilité par contre de faire ses propositions. Donc c'est aussi une des questions qui est soulevée sur jusqu'où pourra aller ce médecin praticien et a priori, n'ayant pas connaissance du contexte de l'entreprise, ne pourra pas aller jusqu'à ses préconisations ou ses restrictions éventuellement dans le cadre de la reprise du travail. En tout cas, en l'état actuel de ce qu'on connaît des dispositions. Enfin, pour terminer sur la gouvernance, et je vais aller très vite là-dessus parce que ça nous concerne, c'est un peu plus loin pour nous, mais on a un système avec un conseil d'orientation des conditions de travail qui existe en France et qui a pour vocation à travailler sur tous ces sujets. Dans ce COCT, on avait jusqu'à présent des groupes permanents d'orientation et des groupes régionaux qui constituaient les bureaux, en fait, bureau on va dire du siège et puis bureau en région, qui vont être remplacés par un comité national de prévention en santé au travail, dont j'ai beaucoup parlé parce que beaucoup de dispositions dépendent de ces comités, de ce comité national. Si d'ailleurs il n'intervient pas ou il ne se positionne pas sur certains de ces sujets avant un certain timing, selon les dispositions de la loi, ça se fera par voie de décret. Voilà, à défaut, ça sera par voie de décret. Donc ça présuppose déjà qu'on mette en place ce comité national. Donc c'est la première chose qui va être faite. Alors, après les dernières informations via le ministère du Travail sur ce sujet, en tout cas, ils sont engagés à ce que le comité national soit mis en place le plus rapidement possible, là, pour début 2022. Et ce comité national, il aura, tout comme les groupements, les groupes permanents qu'on avait en région, il y aura des comités régionaux qui seront chargés de travailler au plus près du terrain et du local sur toutes ces questions de santé au travail. Point important également, qui mérite d'être souligné, en tout cas, la loi met l'accent aussi sur l'obligation pour le gouvernement, et ça c'est quelque chose de nouveau, en tout cas sur ce sujet-là, de rendre des comptes chaque année sur sa politique, donc justement son approche au niveau national et au niveau santé au travail, donc ses orientations, les moyens, les résultats qui devront être présentés et annexés au projet de loi de finances chaque année. Donc ça, c'est nouveau. Il y aura tout ce volet-là qui pourront aussi donner le ton aussi de ce qui peut nous attendre dans l'année qui vient sur ce périmètre santé au travail. Et la fusion ANACT-ARACT, on en parle beaucoup en ce moment. Donc l'ANACT, l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail, qui se trouve à Lyon, et il y a des ARACT, des ARACT en région, donc qui sont des associations en région. Et là, il est question, en tout cas la loi le prévoit, de fusionner l'ANACT avec les ARACT, donc avec un timing fixé au 1er janvier 2023 pour les modalités de cette fusion. Dans le rapport Lecoq et le projet et l'ANI, on parlait éventuellement d'une fusion ANACT-INRS qui n'a pas été du tout reprise par la loi et pour l'instant, c'est absolument pas à l'ordre du jour. Voilà, donc on arrive à la fin de la présentation du contenu de cette loi.
Il me reste, on a une bonne vingtaine de minutes avant que le timing soit terminé pour vos questions. Vos questions. Alors, donc j'ai Kelly qui me gère tout ça, donc je vais prendre vos questions dans l'ordre, si toutefois je peux y répondre, j'espère. Alors, une question sur la formation des élus au CSE et en CSSCT. Doit-elle se faire auprès de tous les élus ou est-ce qu'un seul représentant suffit? D'après ce qu'on sait de l'ensemble de la délégation, à la fois CSE et les élus, par contre, CSSCT, puisqu'il y a 2 types de formation, je vous l'ai dit. Il y aura la formation obligatoire santé-sécurité pour le CSE, et donc là, l'ensemble de la délégation, et pour ensuite les élus CSSCT. Voilà, en tout cas, c'est ce qui ressort à la lecture du texte. Donc, un peu comme la formation des membres, la même logique, mais avec une approche santé-sécurité. Alors, cette loi s'appliquera-t-elle à la fonction publique? Pour l'instant, vous savez, on a le droit privé, droit public. Pour l'instant, il n'y a pas de transposition pour le moment. Donc, pour le moment, on raisonne ici droit privé, en sachant que la fonction publique, bien sûr, sur la partie 4 du Code du travail, reprend un grand nombre de dispositions, et je pense notamment là au volet prévention. Donc, à partir du moment où des dispositions vont être changées et modifiées dans la partie 4 du Code du travail, elles s'appliqueront de facto de toute façon à la fonction publique. En revanche, sur la partie médecine du travail, où on parle d'ailleurs dans la fonction publique de médecine de prévention, là, évidemment, on n'est pas sur les mêmes périmètres de droit. Donc, pour ces aspects-là, ça ne va pas s'appliquer en l'état. Qu'est-ce que nous entendons par consultation pour le DUERP à chaque mise à jour? Eh oui. Et à quelle fréquence cette consultation doit être faite? Bonne question, parce qu'effectivement, le texte dit que dorénavant, l'employeur devra mettre en consultation pour avis auprès du CSE son DUERP et évidemment à chaque mise à jour. Ça veut dire que si votre DUERP est vraiment un outil de prévention tel que la loi l'entend, c'est-à-dire qu'il bouge, il vit au rythme de ce qui se passe chez vous et de ce que vous mettez en place ou ce que vous faites en matière de prévention, et donc, de facto, il entraîne une mise à jour, alors que ce soit parce que vous travaillez sur un risque et votre démarche, elle fait évoluer le plan d'action, que ce soit parce qu'il y a eu un accident de travail, une maladie professionnelle, et que de facto, votre plan d'action va évoluer parce que vous avez appris de l'événement et donc vous faites bouger votre plan d'action. Quand on nous dit consultation du DUERP à chaque mise à jour, ça veut dire que prochaine réunion de l'instance, on met le DUERP en consultation sur la partie concernés par la mise à jour. En tout cas, moi, c'est la lecture que j'en fais. Après, on verra les décrets s'ils nous expliquent ou nous donnent un peu plus de précision là-dessus. Ce qui risque d'être lourd. Alors, à la fois lourd ou pas, parce que jusqu'à présent, le DUERP constituait quand même un incontournable des réunions d'instances, de CSE ou de CSS et de CSSCT. Alors, pas en consultation, je vous l'accorde, donc c'est beaucoup plus lourd le processus de consultation. Mais si vous avez une habitude de travailler ce document-là, cette évaluation des risques avec vos élus, j'ai envie de dire que les consultations seront qu'une formalité, parce que s'ils ont travaillé sur ce qui est déjà le cas, sur les enquêtes accident de travail, maladie professionnelle, le plan d'action qui en découle, normalement, ils sont en phase avec ça et ça a été discuté avec l'employeur. La démarche d'évaluation des risques va se faire, puisqu'on l'a vu, ça devient un acteur qui contribue et qui participe à la prévention. Donc, tout votre travail en amont d'évaluation des risques sur une démarche ou suite à un événement dans l'entreprise se fera de facto avec le CSE. Donc, les consultations devraient être, en principe, des formalités derrière. Voilà. Alors, ce qui ne sera peut-être pas le cas dans les entreprises où ça n'était pas institutionnalisé. Le problème, il va être là, où on avait potentiellement des élus passifs ou en attente de ce que l'employeur apportait sur la question de la prévention, mais qui n'était pas proactif sur la démarche. Alors, en cas de service de santé, autre question, autonome, le rapport du médecin du travail est-il également supprimé? Bonne question, à laquelle je n'ai pas de réponse. En tout cas, le texte n'est pas précis, n'est pas suffisamment clair là-dessus. Dans la mesure où on l'a vu, toutes les règles, beaucoup de règles concernent, les nouvelles règles concernent les services de prévention et de santé au travail inter-entreprises. Évidemment, le service autonome reste géré par l'employeur avec un médecin qui est son collaborateur, entre guillemets, le médecin du travail qui est sous contrat avec l'entreprise.
qui n'est donc pas soumis de la même façon à ce rapport d'activité, même s'il est incontournable. En tout cas, le texte ne le précise pas. J'aurais tendance à dire que comme c'est une relation contractuelle, avec un service spécifique, en tout cas pour moi, le rapport, pour l'instant, il n'est pas clairement supprimé. Voilà. Donc j'aurais tendance à dire de le maintenir, d'autant que votre service de santé autonome, lui, ne fonctionne pas comme un service interentreprise avec un rapport d'activité, ce conseil d'administration, enfin toute cette lourdeur qu'on a derrière le fonctionnement des services interentreprises. Donc le rapport d'activité du service en tant que tel, vous ne l'avez pas sous cette forme-là. Donc pour moi, le rapport du médecin du travail reste un élément important pour l'employeur. Alors, question sur le rendez-vous de liaison. Qu'entend-on par absence prolongée? Alors là, pour l'instant, ce n'est pas défini. Effectivement, bonne question. Est-ce que c'est 10 jours, 3 mois, 6 mois, 1 an? On verra ce que va nous donner le décret. La seule chose que je dirais par rapport à ça aujourd'hui, je mettrais juste l'accent sur, pas forcément le rendez-vous de liaison, mais l'importance des entretiens de réaccueil de toute façon sur quels que soient les types d'absences, et notamment les absences courtes et répétées qui peuvent laisser à penser que la personne n'est pas bien dans le cadre de son travail. Là, la vocation est différente. L'idée, c'est de travailler sur une possible désinsertion, donc une possible problématique derrière de décrochage ou de perte d'emploi ou de perte de changement de cadre d'emploi, voire de formation à des nouveaux métiers. Donc on s'inscrit plus sur des personnes qui ont un état de santé qui a évolué de manière significative. Donc la notion d'absence prolongée, est-ce qu'ils vont la caler sur un peu la logique sécurité sociale à 3 mois, à 6 mois, on verra ce que le texte va prévoir. Ou est-ce que ça sera laissé à la discrétion de l'entreprise, ce qui peut être le cas quand on met en place des entretiens de réaccueil avec justement un seuil à définir à partir de quand on le déclenche. Est-ce que c'est tout type d'absence ou est-ce qu'on déclenche sur des absences justement à 1 mois, à 3 mois, à 6 mois ou les absences courtes et répétées? Alors, congés maternité parentaux sont-ils intégrés là-dedans? Ce n'est pas précisé par le texte. Donc là, je n'ai pas de réponse à ça. Ça parle d'absence prolongée. Potentiellement qui peuvent toucher à l'état de santé. On est quand même en rapport avec l'état de santé. Là, autant la maternité, puisqu'elle est d'ailleurs rattachée à la branche maladie dans la logique sécurité sociale, autant les congés pour raisons familiales, congés parentaux ou autres, n'ont pas forcément de rapport direct avec l'état de santé. Donc, à voir s'ils iront jusque-là. Qu'est-ce qu'on met derrière? Quel type de congé ou d'absence concerné par ça? C'est une bonne question. La médecine du travail a-t-elle l'obligation d'envoyer un rapport après un passage dans les bureaux? Alors dans le cadre de la loi, en tout cas, il n'y a rien là-dessus. Actuellement, un médecin du travail doit justifier, notamment si dans le cadre du suivi d'un collaborateur, qu'il a bien été en contact avec l'employeur, qu'il a bien fait une étude de poste, qu'il a bien sa fiche d'entreprise. D'ailleurs, la fiche d'entreprise qui, effectivement, devra être aussi mise à jour au rythme de l'évolution du DU. Voilà, donc ça, c'est important d'avoir ça en tête. Alors, est-ce qu'il a une obligation d'envoyer un rapport après un passage dans les bureaux? Non. Enfin, en tout cas, légalement, non. Après, ça dépend des modalités que vous avez définies aussi en termes de fonctionnement avec votre service de santé au travail. Voilà. Qu'il y ait une traçabilité, aujourd'hui, on est en droit français, tout se trace. Que le médecin du travail fasse une trace de quand il est venu faire une visite de site, qu'il la trace et qu'il en donne communication à l'employeur, je trouve ça plutôt normal, surtout si ça doit lui servir ensuite d'appui dans le cadre de ses futures appréciations sur des éventuels avis d'inaptitude. Donc, c'est à définir, en tout cas avec votre service de santé au travail. Le DUERP doit-il se présenter par unité de travail au sein d'une même entreprise ou doit-on tous les grouper? Alors, j'ai du mal alors, pour moi, il y a deux choses dans la question. Je ne sais pas, je vais peut-être répondre à côté. Alors, dans le document unique, il y a une notion d'unité de travail, bien sûr, à définir. Et autant d'entreprises, autant d'unités de travail. Vous pouvez, au sein d'une entreprise multisite, donc
qui dit multisite dit un document unique par site, d'accord? Puisque la vocation du document unique, c'est d'aller au plus près du terrain concernant l'évaluation des risques et les plans d'action et les risques inhérents à ce site en place. Donc, vous pouvez avoir une trame différente avec des unités de travail différentes d'un site à l'autre. Voilà. Donc, par contre, vous pouvez avoir une trame globale pour votre DU, c'est souvent ce qu'on voit dans les grands groupes, et avec une personnalisation selon les sites, parce que si vous avez un site tertiaire, un site industriel, un site logistique, on ne va pas retrouver les mêmes risques et de facto, pas nécessairement les mêmes unités de travail. Certaines unités de travail, ça pourrait être pour les fonctions suivantes, du tout service confondu, comme vous pouvez avoir des unités de travail métiers qui, évidemment, vont varier d'un site à l'autre. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais en tout cas, faites de personnaliser vos DU, même si vous avez une trame et pour un système de cotation ou autre, évidemment, homogène, mais vous avez c'est spécifique par rapport au site. Ça doit être le reflet, c'est un outil de prévention qui correspond à ce qui se passe véritablement sur le site. Pouvez-vous nous repréciser les conditions de transmission des DUERP et leur stockage? Alors, au vu du peu d'informations qu'on a là-dessus, conditions de transmission. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le fait que ce soit mis à disposition des salariés, d'anciens salariés ou de toute personne ou instance justifiant d'un intérêt à y avoir accès. Donc, c'est ce point-là aujourd'hui qui pose problème. Qui on mettra derrière les personnes pouvant y avoir accès? Est-ce que je me connecterai au portail et j'ai envie d'aller voir votre DU librement? Ça, certainement pas, hein, parce qu'il y a une logique de protection des données. En revanche, quelles seront les conditions pour avoir un intérêt à agir et avoir accès à ce document-là? Ça, les modalités restent à définir. Donc, je n'ai pas plus de précision que ça à vous donner. Le fameux archivage déjà 40 ans au sein de l'entreprise. Alors, si c'est en version dématérialisée, vaut mieux parce que le papier, ça risque de prendre la place. Et on n'est plus trop à l'ère du papier. Et puis, le fameux dépôt sur le portail numérique, c'est deux choses différentes. Vous avez, votre archivage, et vous devez pouvoir garder ces DUERP, ces fameux 40 ans, et puis le dépôt sur le portail numérique. Point important, surtout là, j'insiste pour les personnes qui gèrent leur DU via un logiciel ou via la dernière version, la dernière mise à jour n'écrase pas la précédente. C'est ça qu'il va falloir avoir comme raisonnement, c'est de garder, parce que derrière cette notion d'archivage, pourquoi on va demander aux entreprises de faire ça? C'est de voir justement si vous êtes dans une logique d'amélioration continue et de travail constamment sur votre prévention avec cette logique d'amélioration continue. Donc, on part toujours de l'existant et de tout ce qui aura été fait. Et ça, c'est la traçabilité de tous, d'où vous venez, où vous en êtes aujourd'hui et où vous allez aller. Voilà. Donc, l'intérêt, il est là, derrière cette logique de stockage, d'avoir cette traçabilité. Donc, si vous aviez un système où jusqu'à présent, la dernière mise à jour effaçait la précédente, arrêtez ça, gardez, commencez à changer le système et conservez bien tout ce que votre traçabilité en termes de mise à jour, voire de modification ou d'évolution de votre contenu ou de nouvelles présentations. Enfin, c'est un document qui vit, qui évolue. Et je vous rappelle qu'il n'y a pas de formalisme imposé par l'État en plus là-dessus. Donc, vous êtes libre de présenter ça comme vous voulez. Alors, j'avance dans mes questions. Nulle part ne sont mentionnés les agents de prévention des CARSAT qui sont des acteurs, oui, je suis d'accord, incontournables dans la prévention des risques. Quel sera leur rôle dans cette réforme? Alors, ils ne sont pas concernés, on va dire, directement, en tout cas mis en avant dans la loi par rapport aux nouvelles dispositions. Ça ne veut pas dire qu'ils disparaissent du paysage. Bien au contraire, ça reste de toute façon un institutionnel incontournable, CARSAT, CRAMIF, en tout cas Paris, c'est la CRAMIF de France, un incontournable, et ça va faire partie des acteurs. À un moment donné, il était question de, justement, en QVCT, par exemple, de pouvoir s'appuyer sur des acteurs locaux ou régionaux. CARSAT, les CARSAT en font partie. C'est aussi une instance, ce sont évidemment des institutionnels de contrôle, bien sûr, des agents de contrôle aussi, bien sûr, qui ont pleinement, et leur siège d'ailleurs dans les instances, parce que ce sont aussi des assureurs en matière de taux d'accident de travail de maladie professionnelle via vos taux de cotisation accident de travail maladie professionnelle. Donc, bien évidemment, ils sont toujours dans le système. La réforme en tant que telle ne les concerne pas directement, mais parce que leur rôle est maintenu.
Et ils seront toujours, ils font partie des acteurs, et à mon avis, des acteurs justement plus que jamais sur le devant de la scène, pas forcément sur la casquette contrôle, parce qu'ils sont toujours là, de toute façon, c'est pleinement leur rôle, mais aussi, surtout, de plus en plus sur la casquette d'accompagnement et de conseil sur ces démarches, notamment d'évaluation ou d'amélioration de la qualité de vie et conditions de travail maintenant, QVCT. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions? Attendez voir, je ne les rate pas. Alors, les CARSAT, on l'a dit. Alors, les élus suppléants du CSE doivent-ils également suivre la formation? Quand tu parles de l'ensemble de la délégation, c'est une bonne question. Je n'ai pas de précision là-dessus, en l'état actuel en tout cas. Qui sera concerné par ça? Je vais regarder si j'ai plus d'infos là-dessus. Je parle de l'ensemble de la délégation. Alors, financer, toc toc. La délégation du personnel CSE. À chaque fois, c'est le terme que l'on retrouve. Alors derrière la délégation, est-ce que c'est l'ensemble des élus ou est-ce que c'est également élus titulaires suppléants? C'est pas précisé en tout cas. C'est pas précisé dans les textes. C'est pas clarifié dans le texte. Donc pour moi, la délégation, c'est prioritairement les titulaires. Donc à voir après qu'est-ce qu'on met effectivement derrière ce terme-là. Donc là, à préciser, à valider. Pour les formations réglementaires, santé au travail du CS 3-5 jours, faut-il considérer que les élus devront être séparés et suivre 3 jours s'ils ont déjà été CSE renouvellement et 5 jours pour les nouveaux élus? Cela reviendrait à casser le dialogue social à mon sens et ne pas permettre les échanges et apports entre anciens et nouveaux élus durant la formation. Alors, parce qu'effectivement, on distingue ceux qui prennent le mandat et ceux qui ont déjà été en mandat, donc le timing n'est pas le même. Je suis d'accord que pour un dialogue social, l'intérêt de les envoyer en formation et qu'ils aient tous entendu la même chose avec la même base, elle est pertinente, bien sûr. Je ne sais pas dans quelle mesure le texte le prévoira, ou est-ce que ça sera laissé à la discrétion, comme les formations jusqu'à présent, de pouvoir inscrire, voire de réinscrire des personnes qui ont déjà suivi la formation, qui ont déjà le bagage, pour pouvoir justement faire une formation et que tout le monde ait la même base de discours. Est-ce que ça sera laissé à la discrétion de l'employeur qui organise la formation? Je ne sais pas, là aussi à préciser. Ce n'est pas clair en tout cas dans le texte, tel quel. Alors, est-ce qu'on a d'autres toc. Je regarde dans le chat si on a d'autres questions. Alors, est-ce que Kelly m'a rajouté des questions? Non. Toc. Alors, je vois qu'il y a une personne qui complète et qui, par rapport à la CARSAT, qui rajoute que dans l'article 37 de la loi, la CARSAT est mentionnée. Oui, de toute façon, c'est un incontournable de la prévention des risques. Donc, on ne peut pas aujourd'hui faire sans les CARSAT dans le paysage et qui font partie des acteurs phares et des membres, en plus, membres de droit au niveau du CSE en tant qu'institutionnel. Donc, ok, on arrive au bout, pile poil à l'heure, 12h29 de ce webinaire. Merci à vous pour votre participation. J'espère que ça vous aura éclairé en tout cas sur ces nouvelles dispositions. Je vous invite évidemment à suivre les décrets, hein, la bonne quarantaine de décrets qu'on devrait voir sortir tout au long de l'année 2022 pour la mise en place de toutes ces dispositions. Et puis, je vous souhaite une bonne application de tout ça. Bien vous recentrer sur la prévention primaire et puis au plaisir de vous retrouver peut-être sur un autre webinaire. Merci à vous en tout cas pour votre participation dans le cadre de ce webinaire et bonne fin de journée.